En 1894, Alfred Dreyfus, Alsacien de confession juive, est capitaine. L'affaire qui porte son nom commence avec la découverte par un espion français à l'ambassade d'Allemagne à Paris d'un grand morceau de papier de soie déchiré, un fragment de bordereau sur lequel un officier français inconnu propose de vendre des secrets militaires. On soupçonne très vite le capitaine Dreyfus, qui rend souvent visite à sa famille à Mulhouse, ville alors aux mains des Allemands. La section de statistiques, service de renseignement militaire, fait appel à un graphologue, Alfred Gobert. Alfred Gobert remarque des similitudes entre l'écriture de Dreyfus et celle du bordereau, mais également de nombreuses dissimilitudes. Alors, une autre hypothèse est soulevée, celle de l'autoforgerie. L'écriture aurait été contrefaite. C'est sur cet argument pour le moins spécieux que l'on arrête l'officier Dreyfus. S'ensuit alors un déferlement d'antisémitisme dans la presse et dans le grand public. Après un procès en cour martiale pendant lequel l'accusé s'est vu refuser le droit aux preuves contre lui, Dreyfus est reconnu coupable d'intelligence avec l'ennemi, dégradé publiquement au cri de « mort à Judas, mort aux Juifs », et il est condamné à perpétuité au bagne sur la tristement célèbre île du Diable en Guyane française. D'emblée, l'opinion publique est partagée. Certains tiennent le capitaine dégradé pour un espion, d'autres estiment au contraire que l'on a condamné ce capitaine à la hâte parce qu'il est juif. 2 ans plus tard, le nouveau chef du contre-espionnage militaire, Georges Picquart, découvre des preuves désignant comme véritable traître un autre Français, le major Ferdinand Walsin Esterhazy. On fait taire Picquart en le nommant en Outre-mer avant de l'emprisonner sous de fausses raisons. Mais les protestations montent. Le public croit de plus en plus à la culpabilité d'Esterhazy. Il passe en 1898 devant une cour martiale secrète qui l'innocente à la va-vite et l'autorise à quitter la France. C'est alors que l'écrivain Émile Zola prend fait et cause pour Dreyfus. Dans une lettre ouverte au président de la République, il reprend les arguments en faveur de l'innocence du proscrit, n'hésitant pas à accuser l'armée d'antisémitisme et de dissimulation de preuves. La lettre paraît en première page du quotidien L'Aurore sous le titre « J'accuse ». Zola espère se faire arrêter et passer en procès pour que les pièces du dossier contre Dreyfus sortent enfin au grand jour. Son vœu est exaucé puisque le gouvernement l'attaque en diffamation. Avant de se voir jeté en prison, il fuit la France pour l'Angleterre, d'où il poursuivra son action en faveur de Dreyfus. C'est sous la pression engendrée par Zola et d'autres intellectuels que le capitaine se voit accorder en 1899 un second procès. Une fois de plus, la cour martiale le juge coupable, avec cette fois des circonstances atténuantes. Le président de la République, tout juste élu, Émile Loubet, pour mettre fin au scandale, propose alors au condamné de le gracier. Il sera libéré à condition de ne pas se déclarer publiquement innocent. Il ne sera pas réintégré dans l'armée française. Dreyfus accepte pour retrouver enfin sa famille. Cette injustice d'un innocent toujours officiellement coupable prend fin quand, en juillet 1906, un tribunal civil annule les condamnations et exonère l'accusé de toute charge. Dreyfus n'obtiendra jamais le même verdict auprès de la justice militaire, mais, à l'endroit même où on a brisé son sabre et dépouillé son uniforme de ses galons, il est réintégré dans l'armée. Il devient en 1918 officier de la Légion d'honneur.